watching us. It is news time on Spectrum Television. Our top stories. Second annual parliamentary session has today been held in Yaoundé. Top of the agenda was the 5.7% increase in the finance law recently amended by the head of state, which sparked reactions from Social Democratic Front Deputy Joshua Osi, who has certain preferences and begs to differ with the new amendment. Other areas of interest for that session will be brought to you in a moment. Plus, 9 casualties in whom the Ministry of Defense, via its Communications Secretary, Captain Cyril Atomfak, shines the spotlight on the sad event that claimed the lives of 9 civilians, including an 18-month-old infant. What is at stake for defense and security forces and who's that operation? Answers in the following minutes. Hello viewers, thanks for watching the Primetime Balungo newscast on Spectrum Television. Tonight we begin our very first element in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. La deuxième session parlementaire de l'année 2022 s'est ouverte ce jour à Yaoundé. À l'Assemblée nationale, l'honorable président Kawayeke Djibril a tenu à revenir sur la chronique de Jean-Baptiste Plaka sur RFI au sujet du dernier voyage express du chef de l'État en Suisse. Il a tenu justement à donner la position du gouvernement camerounais. Je vous propose d'écouter ce reportage d'Olivier Bouzique. La récente chronique du journaliste Jean-Baptiste Plaka sur le couple présidentiel hante l'ouverture de la deuxième session parlementaire de l'année législative 2022. Après le ministre de la Communication, le président de l'Assemblée nationale tacle à son tour le chroniqueur. Au nom de l'ensemble des députés, face à cette telle dérive, je voudrais interpeller l'opinion et le peuple camerounais afin qu'ils ne se laissent point distraire par les atermoiements d'un professionnel manifestement égaré. Comme dirait le chien aboie, la caravane passe. À la suite de sa déclaration, l'hymne national a été exécuté par l'ensemble des députés présents, signe de soutien au président de la République. Seulement, ce n'est pas l'unique temps fort ayant marqué cette plénière. Outre la présence surprenante côte à côte du SGPR et du ministre de la Justice, les deux personnalités étant au cœur d'une bataille judiciaire, dans les couloirs du Parlement, l'ordonnance présidentielle portant ratification de la loi des finances suscite des débats. Vous savez que la position du SDF est claire sur ce sujet. Nous préférons avoir un collectif budgétaire qui permet à la représentation nationale d'organiser un véritable débat sur le sujet. Parce que si le gouvernement avait la science infuse et savait tout, on ne serait pas à rectifier le budget chaque année. Et c'est parce qu'il faut justement un travail partagé avec la représentation nationale qui a un débat d'orientation et ensuite un débat pour adopter le budget. Autre sujet qui alimente les conversations des parlementaires, la crise sécuritaire au nord-ouest et sud-ouest qui bat son plein. Les députés de l'UDC appellent de toute l'énergie l'organisation d'une plénière spéciale au cours de cette session pour que enfin l'Assemblée se prononce sur cette crise-là, que nous donnons notre proposition, notre propre vision de la gouvernance ou bien de la gestion de cette crise-là. Cette session s'annonce ainsi intense, surtout que d'autres problèmes majeurs préoccupent. Entre autres, la cherté de la vie, la situation des enseignants, l'expropriation foncière, la récente affaire Glencore, pour laquelle plusieurs députés réclament l'ouverture d'une enquête parlementaire. Et le rapport final des travaux de la cellule de crise mise en place au lendemain du mouvement d'humeur enregistré à l'imprimerie nationale a été présenté ce jour à Yaoundé. C'était au cours d'une séance de travail organisée au ministère de la Communication et présidée par le ministre himself, René Emmanuel Sadi, que je vous propose d'ailleurs d'écouter au micro d'Olivier Bouzique. Au cours de cet échange que nous avons eu, il nous a été donné d'identifier la nature des problèmes. Et nous avons catégorisé ces problèmes. D'un côté, nous avions donc des problèmes conjoncturels
auxquels il fallait apporter une réponse immédiate. Mais aussi, il y avait à côté des problèmes structurels. Et nous avions pensé que le plus urgent était de trouver les voies et moyens d'apporter une réponse rapide aux problèmes conjoncturels auxquels le personnel était confronté. Il s'agissait surtout des arriérés de salaire. Et pour cela, nous avions pris ce nombre d'engagements, celui de prendre langue avec le ministère des Finances pour que très rapidement on voit dans quelle mesure trouver les moyens nécessaires pour donner satisfaction au personnel qui avait ces revendications et qui nous paraissaient assez légitimes. Ceci aura été fait en très peu de temps. Je pense que le personnel a réalisé à quel point nous avions à cœur d'apporter des solutions à ce problème conjoncturel qui urgeait. We take you to the Northwest region, where 4 soldiers engaged in a search operation for their missing colleague in Misong village in Wum has led to the killings of 9 villagers who have been withdrawn and arrested. The decision is contained in a note made public by Defense spokesman Captain Cyril Atongfak, and details in the following report. Based on an official correspondence from the Ministry of Defense, 4 of 7 elements of the Defense and Security Forces of the Bravo Joint Unit under the command of the 53rd Motorized Infantry Battalion have, in an inappropriate reaction, caused some casualties in Misong Village, Menchum Division. In a note made public signed by the Defense Head of Communication, Navy Captain Cyril Atongfak, this group of defense forces on a mission to search for a missing comrade met with a grossly hostile village who refused to cooperate, and in a hasty reaction, 9 villagers were dead, with 4 women, 4 men, and an 18-month-old all buried on the 2nd of June by inhabitants. However, a 12-month-old was slightly injured and is currently receiving treatment at the Wum General Hospital. 4 soldiers engaged in that search operation have been withdrawn from that area and placed under arrest. The local and judicial authorities, as well as the Ministry of Defense, will in the days ahead shed more light and establish responsibilities on the incident. The Northwest and Southwest regions still remain areas to watch out for in terms of security, as civilians have been caught in the middle as far back as this began. Économie, le prix du pétrole en hausse de 23,4% au premier trimestre de l'année 2022 et selon des économistes, il faudra s'attendre à plus grave encore car la récente ordonnance rectifiant le budget de l'État du Cameroun au titre de l'exercice en cours ne sera pas sans conséquence malgré les assurances du ministre du Commerce. Mireille Siabdi pour plus de détails. Les cours des produits énergétiques ont progressé de 18,2% au cours du premier trimestre 2022 en raison d'une augmentation du prix du baril de pétrole de 23,4% et du gaz naturel de 3%. C'est ce que révèle le dernier rapport sur l'indice composite des cours de produits de base publié par la Banque des États de l'Afrique centrale, l'Institut d'émission des pays de la CEMAC. Mais cela n'est pas une bonne nouvelle pour les finances publiques du Cameroun. Certes, du fait de cette tendance, le pays estime dans la loi de finances rectificative qui sera soumise au vote des parlementaires lors de cette session de juin, ouverte ce 7 juin, que les recettes pétrolières passeront de 562 à 806 milliards de francs CFA, soit une hausse de 244 milliards de francs CFA.
Mais dans le trésor public, cette augmentation sera neutralisée par la hausse de la subvention à la consommation des produits pétroliers. En effet, bien qu'ils importent les produits pétroliers finis consommés localement, lesquels l'importation sont devenues coûteuses du fait de la crise russo-ukrainienne, les autorités publiques camerounaises ont pris la décision de maintenir inchangés les prix des produits pétroliers à la pompe. Dans la loi de finances 2022 initiale, le soutien au prix des carburants à la pompe a été budgétisé à environ 120 milliards de francs CFA appuyés dans la ligne subvention et contribution. Mais dans la loi de finances rectificative, ce chapitre du budget connaît une hausse de 360 milliards de francs CFA pour se situer à 625,4 milliards de francs CFA. Rappelons tout de même qu'en mars dernier, le ministre du Commerce expliquait que la décision de maintenir inchangés les prix des produits pétroliers à la pompe devrait coûter au trésor public une subvention globale de 672 milliards de francs CFA en 2022, soit un coût supplémentaire de 452 milliards de francs CFA. Et puis le constat est alarmant, près de 700 millions de personnes ont faim dans le monde. C'est ce que révèle le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, publié par l'Organisation des Nations pour l'alimentation et l'agriculture, en abrégé FAO. La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, célébrée ce 7 juin, a pour thème des aliments sûrs pour une meilleure santé. Occasion pour le diététicien Mohamed Behim d'insister sur l'importance de consommer des aliments sains. On fait le point avec Makedali Djinochom. Manger c'est bien, mais bien manger c'est encore mieux. D'après les spécialistes, la sécurité sanitaire des aliments que nous consommons doit être prioritaire, c'est-à-dire que l'on doit s'assurer que tous les aliments soient sains à chaque stade de la chaîne alimentaire. Il s'agit de la production, de la récolte, de la transformation, du stockage, de la distribution, en passant par la préparation et la consommation. D'après l'ONU, les aliments impropres à la consommation représentent une réelle menace pour la santé humaine, notamment celle des femmes et des enfants. Il faut donc faire attention à ce que nous mangeons. Et nous n'allons pas être tendres parce que pour réveiller les consciences, il faut parfois foncer droit sur le mur. Nous allons dire aux gens qu'il est absurde que nos sœurs qui sont en France tombent malades avec les myomes et les fibrons parce que les médicaments sont les nourritures qu'elles mangent sont en conserve et l'environnement leur impose cela, mais que celles qui sont ici dans une zone tropicale où on sort en longueur de temps avec des nourritures crues et fraîches, que ces femmes-là développent encore et des myomes et des kystes et cela. Donc, il faut que ça change, il faut qu'on comprenne que lorsqu'on va au marché, ce n'est pas pour acheter la tomate cassée et pourrie parce que c'est moins cher. Il faut qu'on prenne la tomate de bonne qualité et plutôt que de manger la tomate de conserve qui n'apportera que des soucis parce que la durée de vie de la tomate, la durée d'action de la tomate va à 6 mois, mais la durée de vie de la vitamine C dans la tomate, c'est de 72 heures. Donc, il faut que les gens changent leur habitude alimentaire parce que nous, on dit en diététique. Au niveau social, les gens disent « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Nous, on dit en diététique « dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce qui t'attend demain ». Selon les statistiques onusiennes, 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire sont enregistrés chaque année. Maladie qui entraîne le décès d'environ 420 000 personnes dans le monde. The World Health Organization says to have safer food is better to have safer health. A dirty environment will make sure that the environment is unsafe. The World Food Safety Day, on that note, the newsroom visited some roadside joints to ensure how they take care of their clients, and their reports is with Oni Ladumet. Douala may have streets lined with classy restaurants, but it's also home to roadside joints, providing cheap and affordable food to a large section of its population. With the prevalence of diseases like cholera and the COVID-19, visitors to these makeshift restaurants are very keen on hygiene. Oui, mais quand j'arrive d'abord, les servants doivent avoir le masque. When I get there, the waitresses must have a face mask before serving us. Le masque avant de nous faire le bon repas. I'm talking as a customer. At roadside food joints,
it's cleanliness. Because at a time like this, when the environment is clean, it's okay. Nous ne portons pas de masques, mais on sait qu'il y a le Covid dans le monde entier. Pratiquement, c'est la propriété déjà dans le restaurant, l'emplacement, et pour finir, c'est le... Cleanliness is essential, followed by the quality of food. We love good things, and if it is well cooked, we will visit often. Donc c'est ça pour moi dans un sens qui la propriété, la présentation et le reste va suivre. To vendors, ensuring the safety of their customers is of utmost priority. We have a good meal. We have every true arrow, everything named in the board there. We cook it every day. And we have customers who like the food, traditional food, like arrow, achu, ekwang, watafufu, gari, okra, everything. Yeah, so cook it, we are very clean. We have everything here neat, water to wash the food. When we bought the food in the market, we buy arrow, you put inside the pocket, you wash it, so that because there is sun, there is a small insect that they can handle, you wash it well. Before you put it inside, you wash your pot, you put it inside the pot. After that, you put it on the fire. Vegetable, the same thing, wash it. Everything here, we wash it before we put it on the pot. When we finish cooking, we start to serve the customers clean. We serve the customers. This food chain is common in Douala due to the affordability of food. Et puis, 64% des cas de violence physique sur les femmes ont pour auteur les conjoints. L'information est contenue dans une note de l'Institut national de la statistique pour l'année 2018. Quelle que soit la forme de violence, les femmes sont nettement plus affectées que les hommes. Dans une note réalisée par l'Institut national de la statistique, en 2018, on apprend que 13% d'entre elles ont été victimes de violences sexuelles à un moment donné de leur vie et 5% au cours des 12 derniers mois de la période de l'enquête, que ce soit en milieu urbain ou rural. Pour environ 64% des cas, le conjoint actuel est à l'origine de la violence physique et dans 21% des cas, c'est l'ancien partenaire qui en est responsable. L'enquête publiée en mai dernier par l'INS précise que les femmes enceintes ne sont pas épargnées, puisque 7% d'entre elles ont été victimes de violences physiques au cours des 12 derniers mois précédant l'investigation. Ce rapport note tout de même que ce chiffre est à la baisse. Il passe de 14% en 2014 à 7% en 2018. Par ailleurs, les femmes sont de moins en moins autonomes en matière d'utilisation de l'argent qu'elles gagnent. Le pourcentage de celles qui participent à la prise de décision sur l'utilisation de leurs propres revenus est en baisse de 14 points en 2018 par rapport à 2011 où il était de 68%. S'agissant du mariage précoce, l'enquête de l'INS montre que le pourcentage de filles qui se marient précocement est passé de 20% en 2004 à 12% en 2018. Les recherches de l'INS révèlent que les hommes ne sont pas épargnés. 54% d'auteurs d'agressions chez les hommes sont leurs conjointes actuelles ou en rupture d'union. Des dirigeants que compte le Cameroun, le centre est celle qui enregistre le plus de cas. Contrairement à l'extrême nord où ces abus sont moins fréquents. Cependant, le nombre de victimes est quasiment le même en zone rurale qu'en zone urbaine. On our international page, here after here, families in Tijuana, Mexico come together to search for their loved ones who have disappeared. The following VOA report tells us why. On the outskirts of the city of Tijuana, Mexico, in an area known as the San Pedro Valley, a group of men and women gather in search of their loved ones who have disappeared. Teresita del Niño de Jesús traveled from Mazatlán, nearly 2,000 kilometers from Tijuana, to search for her son, Juan Antonio Orpinela Osuna, whom she has not seen for more than 10 years. Mi hijo vino para Tijuana a pasar unos días con su tío. My son came to spend a few days with his uncle. His uncle is called Modesto Orpinela, and after 3 or 4 days in Tijuana, armed commandos in several trucks ambushed them. They took him away. Teresita only travels to Tijuana when she receives an indication from the Mexican authorities that the remains of her son could be in the places they're searching.
She has been doing this for 14 years. In the same group is Flor de Guardacosta, who is looking for the father of her children. Her partner disappeared in September of last year. 4 months ago, she joined the United Association of the Disappeared of Baja California. They took him from the Hill of the Bees, apparently by a woman, and we never saw him again. The day begins with a meeting of families. They travel in caravans and arrive at the places where the survey of the area will be done. We get off, we organize ourselves, and we begin and divide the work. Well, we rule out all the places. A titanic task undertaken by mothers and fathers who, over the years, have found support in one another. He was 26 years old. I lost him crossing the border at Otay port of entry. Families who have done this for a while say they prick the ground with a rod, then pick it up and smell it. It has a smell, they say. It means there is something under there, maybe human remains. Today, they are accompanied by members of the Mexican National Guard, the police, the prosecutor's office, and experts. The workday ends with a positive, meaning they have found bones or remains in the search area. The evidence is sent to the forensic team in Mexico City, where DNA tests will be carried out on the remains and compared with the relatives who are involved in the search. This time, Teresita returns empty-handed, but she's not discouraged. She says she will keep looking. Claro, porque Of estoy course, en el because lugar I am in the place donde where se lo they took llevaron him, a él. where I think he is. Donde creo que está él aquí, aquí estoy. Cristina Caicedo Smith, VOA News, Tijuana, México. And in sports, according to voice notes and short videos on social media, the under-17 Indomitable Lionesses of Cameroon have been held hostage by security forces in Tanzania. Oni Ladonet tells us more. The under-17 Lionesses are reported to have been held hostage in Tanzania, where they went to play the return leg of the under-17 World Cup qualifiers. In an audio circulating on social media, one can hear Stefan Jana recount their ordeal. In the voice note, he talks of how 6 of the 20 players taken were lost in a different hotel, strategically by the team, due to their absence in the first game. He further explains how a fight broke out between Cameroon and Tanzanian players during game time, with blow exchange by both parties. He ended by saying the Cameroon team is in a hotel guarded by security forces who have asked them to stay put. It is currently 4 p.m. and as of now, lots of questions are still to be answered. The in-depth of the entire situation is still pending, as we only have the voice note and short videos of the team. It is worth noting that Cameroon hosted the first leg with Tanzania trashing the host 4-1. The return leg in Tanzania ended 1-0, that is 5-1 on aggregate, thereby awarding the World Cup ticket to Tanzania. We saw it on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur les antennes de Spectrum Télévision. Il sera à 20h, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.